Chers amis, bonjour. Nous recevons, comme pour chaque émission Regard d'Afrique, notre ami Hichem Ben Yaïch et nous allons parler aujourd'hui du chaudron algérien. Alors, Hichem, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Visiblement, c'est ce 5e mandat, une candidature de trop. Absolument, c'est vraiment le mot qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, la classe politique et surtout les dirigeants actuels de l'Algérie ont mais en tout cas négligé une dimension qui se révèle être le grain de sable. C'est-à-dire qu'il pensait qu'elle allait reproduire à l'infini les scénarios élaborés. Oui, et puis en plus, au-delà des 92 ans d'Abdelaziz Bouteflika, c'est plus son état de santé. Il ne s'est pas adressé à la nation depuis 2012. Il a un AVC reconnu depuis 2013. Il est en fauteuil roulant. Ce n'est même pas lui qui dépose son dossier de candidature. Et le système, la caste, la petite équipe qui dirige le pays pensait que tout cela allait passer comme une lettre à la poste. Oui, mais en fait, il faut dire une chose, c'est que Bouteflika était une figure vénérée, puisque c'est l'homme qui a mis d'aplomb l'Algérie après les années noires du terreur. Il y avait du respect pour lui. Mais cet état de légumes, si je puis m'exprimer ainsi, oui. Et c'est vraiment pas du tout péjoratif à son égard, mais c'est une humiliation pour les Algériens. Ça a été ressenti dans le monde entier comme une sorte de mascarade de trop, une mascarade inacceptable en tout cas pour les Algériens, parce que en réalité son état montre que on gouverne à travers lui, puisque l'homme il est handicapé, il est incapable de pouvoir s'autogérer lui-même. Il ne reçoit plus de visiteurs étrangers. Ben oui, mais non seulement ça, mais en réalité, les Algériens au quotidien voient que, à travers le prétexte Bouteflika, on prend des décisions à sa place. C'est un système, un clan qui gouverne à l'ombre de voilà. Bouteflika. Et c'est un système en fait qui a été mis en place en 1962 ou peut-être même en 1965, parce que du temps des 3 années de présidence Ben Bella, peut-être que le système ne s'était pas encore tout à fait mis en place, mais c'est avec le coup d'État et la prise du pouvoir par Boumedienne en 1965 que ce système se met en place. En réalité, il faut revenir à une dimension qui conditionne ce que on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Algérie n'a existé en tant que État-nation qu'à partir du colonialisme français, 1830. Et au contraire du Maroc et de la Tunisie. Oui, c'est-à-dire ce que vous voulez dire, c'est que la Tunisie et le Maroc ont une histoire millénaire. Oui. Et alors que l'Algérie, en tant qu'État, oui. En tant qu'État, en tant que nation, ouais, au Maroc, les villes, oui. L'existence des villes au Maroc. Mais en revanche, en Algérie, l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de la colonisation française. Absolument. Et le maquis a été dans cette élaboration d'une élite qui a capturé cette légitimité, à qui appartient l'Algérie. C'est en fait des gens qui justifient leur existence par ce passé. Et au moment de l'indépendance, ces gens-là ont capté ce butin, si je puis dire. C'est un vrai butin. La rente pétrolière algérienne, c'est un vrai butin. Et puis c'est un pays riche. En superficie, c'est le plus grand pays du monde arabe, plus de 2 300 000 km². Absolument, aujourd'hui, 41 millions d'individus, et je pense que c'est un pays qui a un poids central quand on voit cette Algérie et sa profondeur dans le continent africain. On voit le poids de cette Algérie. Il est impossible de l'ignorer. On fait aussi la politique de sa géographie. On va revenir sur cet aspect des choses. Oui. Et donc ce système, en fait, c'est l'appropriation par des généraux, par des militaires, voire une partie de la famille Bouteflika. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui incarnent cette légitimité. Mais pour comprendre comment le système fonctionne, il est essentiel de relier 3 pôles qui sont importants. C'est l'armée. Les 3 piliers. Effectivement, et les services
et la classe politique du moment. Quand vous dites les services, c'est principalement les services secrets et surtout la sécurité militaire. Oui, qui joue un rôle essentiel. Les deux, ils se complètent de toute façon. Et donc il y a un système de validation. C'est pour ça que beaucoup ceux qui ont une fine connaissance du système reviennent à l'époque de l'Union soviétique. C'est vraiment un système de validation très très lourd qui ressemble énormément à l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'au Politburo, la manière de valider les décisions. C'est pour ça qu'il y a énormément de négociations dans les coulisses, d'arbitrage, et pouvoir satisfaire les différentes ailes de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a on recourt à ce qu'on appelle des personnages à minima, qui vont pouvoir être un trait d'union entre les divers courants. Oui. Et donc c'est parce qu'il n'y a pas eu de consensus jusqu'à présent que la candidature à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika a été avancée et qui a été, semble-t-il, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais évidemment, mais je pense que ce qu'on peut-être on oublie de dire, c'est que petit à petit, on a vu des figures historiques sortir du film. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, avec le frère du président, il y a un système clanique familial qui aujourd'hui s'est ajouté à ce système de validation. Et c'est pour ça que les Algériens ont le sentiment de regarder un spectacle qui se joue en dehors d'eux. Regardez, et ils regardent partout, ils n'ont pas accès à tout. Bah oui, mais je crois qu'il faut voir que l'Algérie... Le téléphone arabe fonctionne. Mais évidemment, il y a une telle... L'Algérie est sur la map monde et les Algériens sont au courant, ils s'échangent. Aujourd'hui, il y a une communauté de ces Algériens du monde qui informe, c'est un peuple très éveillé. Donc vous laissez entendre que peut-être c'est l'émergence de ce clan familial, un peu en parallèle de la bande des généraux, absolument, qui rend difficile la trouvaille de l'homme clé, de l'homme providentiel consensuel. Il y a un peu ça, c'est-à-dire que moi je pense que le consensus, en fait, l'unanimité autour d'un homme qui soit ce choix répondant à ces critères de clan et d'influences diverses, c'est que je pense que aussi il y a le frère et la famille de Bouteflika veut imposer un choix et maintenir une forme de statu quo. Les intérêts sont considérables. Et je pense que le pays souffre tellement de ce blocage que on le voit, cette déperdition d'énergie. L'Algérie fait du surplace depuis une vingtaine d'années. Alors, il semble, alors est-ce peut-être une façon de réagir aux différentes manifestations en Algérie et un petit peu de par le monde, il semble qu'il y a un successeur qui commence à se dégager, un certain Ramtan Lamamara, que beaucoup de gens connaissent parce que il a été dernièrement, il a quitté le ministère des Affaires étrangères, il était ministre des Affaires étrangères pour rejoindre la présidence de la République comme conseiller diplomatique. Oui. Et certains prédisent ou laissent entendre, est-ce que un signal envoyé à la rue ou est-ce une vraie en réalité, je le connais personnellement. Je peux vous dire que cet homme d'une très grande qualité, il a été longtemps à l'Union africaine dans les instances de l'Union africaine. Oui, dans le département sécurité, paix et sécurité. J'ai eu des témoignages de Jean Ping quand il était président de la commission. Donc c'est un homme qui a une expérience du monde. Il a été aux Nations Unies. C'est un homme extrêmement cultivé, informé. Et évidemment, on peut voir ce retour comme une sorte de choix caché. Mais j'espère que, en tout cas, cette option se confirmera parce que vraiment. Oui. Alors. On prête au président Bouteflika une déclaration aujourd'hui, on lui prête une déclaration selon laquelle il ne terminerait pas son mandat et puis il démissionnerait et qu'il laisserait de nouvelles élections se présenter. C'est-à-dire que vraiment on est en décalage total avec le réel. Et je pense que c'est choisir ce format complètement à minima. On voit que la population
ne supporte plus cette option et la population est aujourd'hui excédée. On le voit et je crains pour cette Algérie qu'on aime parce que en réalité il y a une forme d'autisme qui ne semble pas, en tout cas la classe dirigeante aujourd'hui ignore un risque majeur pour ce pays. Et je pense qu'ils sont enfermés dans un autisme. En fait, il voulait ce système est bloqué, entre autres, à cause du traumatisme de la guerre civile des années 90, où on parle de 350 000 morts, on parle de 20 000 disparitions, on parle d'1,5 million de personnes déplacées. Et ce traumatisme justifie, explique le blocage du pouvoir algérien. D'autres disent c'est la crainte face à une forme de libyisation de l'Algérie, de potes de Pandore qui s'ouvre. C'est-à-dire le pouvoir est vraiment dans une contradiction majeure parce que il sécurise d'un côté et il l'insécurise de l'autre. Je m'explique. Ou il fragilise. Oui, il fragilise. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis qu'il y a eu le cadenassage des frontières, Libye malade, Mali malade, il y a une partie, en tout cas les frontières. Ou même avec la Tunisie. Ben, évidemment, avec la Tunisie. Donc en fait, l'Algérie, parce que le pays, la rente pétrolière a fait en sorte que beaucoup d'Algériens sont en dehors de ce mouvement de développement. Et donc le trabendisme, ce qu'on appelle la débrouille, le trabendisme a permis à la population, en tout cas à celle... Vous pouvez nous expliciter un peu cette expression? Le trabendisme, c'est de tout le commerce parallèle, de tout ce qui est informel. Le trabendisme, oui. Trabendo, c'est un mot espagnol qui veut dire les trafics dans l'illégalité, c'est-à-dire que marchandiser, etc. Et je pense que le verrouillage des frontières a empêché des populations de vivre, celles qui étaient abandonnées mais et qui trouvaient leur compte dans les échanges transfrontaliers. Et je pense que ce cadenassage a fait bouillir la marmite et les populations aujourd'hui sont dans une espèce de survie. L'informel l'indique bien, les chiffres de l'informel, et cette survie a aiguisé les antagonismes intérieurs. Donc l'Algérie, en réalité, a non seulement, en luttant pendant les années noires contre l'islamisme politique, mais finalement a poussé à la réislamisation de la société. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire qu'un islam déspiritualisé, un islam de conservateur dans les formes, et évidemment expurgeons la partie djihadiste et cette fragilité algérienne est vraiment un élément qui est dû à ce surplace. On a l'impression que le printemps arabe qui avait touché en premier lieu la Tunisie, après l'Égypte, la Syrie, Bahreïn, le Maroc, qui n'avait absolument pas touché l'Algérie, absolument pas. Il y avait eu quelques manifestations, mais qui ne sont pas allées très très loin. Et pourtant, depuis 2011, il y a eu une trentaine de tentatives d'immolation, 6 décès, et maintenant, ce sont des manifestations dans la rue. Bah oui, mais en fait, il y a le traumatisme des années noires a tellement secoué la société. Elle avait besoin d'une certaine paix, d'un certain calme. Et l'Algérie, contrairement à ce qu'on pense, l'Algérie suivait le printemps arabe de très très près. C'est-à-dire, ils étaient extérieurs, mais ils suivaient le mouvement. Donc, politiquement, ils étaient complètement engagés dans le film. Mais, encore une fois, c'est-à-dire que l'atavisme, on croyait que l'Algérie n'allait pas bouger, ni en tout cas aller vers cette quête de liberté. Et finalement, c'est le grain de sable. On a poussé l'Algérie. Est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, les Gilets jaunes aussi ont eu une influence ? Mais évidemment, c'est un ensemble de choses. Aujourd'hui, nous vivons dans ce village global. Il y a un effet de mimétisme et vous allez voir que les gilets jaunes, ça va être mondial parce que le mal-être est partout pareil. Les êtres humains, au fond, aujourd'hui, ils sont dans la survie et l'Algérie, en tout cas, l'autre dimension, c'est que
Ce blocage algérien a pesé lourdement sur la région, a congelé ce Maghreb arabe. Oui, et puis surtout d'abord, c'est une détérioration de la situation économique, de la situation des personnes. Il faut rappeler que 55% de la population a moins de 30 ans, oui. C'est-à-dire 55% de la population n'ont connu que Abdelaziz Bouteflika oui. comme président de la République, et que près de 25%, un quart de la population des jeunes est au chômage, que 70% de la population a moins de 200 € par mois, sans parler de la corruption et qui étale dans une presse algérienne qui a pas mal de liberté, tout compte. Ouais, absolument. C'est vraiment tout le paradoxe algérien. C'est-à-dire qu'en fait, l'Algérien est frondeur, l'Algérien parle, même si le verrouillage continue par des pressions directes et indirectes, mais c'est un peuple vraiment qui se bat au quotidien. Et je pense qu'il faut voir, moi j'ai sillonné l'Algérie. L'Algérie est pleine d'une jeunesse créative extraordinaire, mais un pays où il y a un décalage total entre le pays légal et le pays réel. Et donc ce décalage permanent, ça crée des distorsions et les violences vont continuer parce qu'au fond, il y a un ras-le-bol, c'est-à-dire que le quotidien des Algériens est un quotidien plombé par la crise économique, par la corruption et les inégalités. Et vous parliez il y a un instant du blocage de cette situation algérienne qui a des répercussions sur le Maghreb. Évidemment, vous savez que le statu quo, c'est-à-dire le non-Maghreb, le coût du non-Maghreb, l'absence d'unification économique, d'unification douanière. Oui, parce que en réalité, ce Maghreb qui ne se fait pas, c'est une perte de 2 à 3% du PIB. Et non seulement il y a cette perte du PIB, mais aussi il y a un rapport avec le monde extérieur, avec même ce qu'on appelle l'Euroméditerranée, la construction de cet espace. C'est-à-dire que tout est figé à cause de ce statu quo intenable, et surtout la situation entre le Maroc et l'Algérie. Et je pense que c'est un aveuglement. Et la France, d'une certaine façon, ce qu'on oublie de dire, l'Algérie est une question de politique intérieure française et la France est une question de politique algérienne, de politique intérieure algérienne. C'est l'imbrication, l'interpénétration. Rappelons à nos éditeurs qu'il y a 1 800 000 binationaux vivant en Algérie et que beaucoup disent qu'ils finiront par venir en France avec les conséquences que cela peut avoir. Mais on le sent. Mais au-delà de cela, l'Algérie a un rôle central aussi dans la lutte contre le terrorisme et ça explique aussi les acceptations de la France, des États-Unis, de l'Europe, du Royaume-Uni, de tous les pays occidentaux, parce que l'Algérie a un rôle important dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne. C'est tout à fait exact. Il y a une expertise algérienne sur le terrorisme. L'Algérie a constitué une base de données et un savoir-faire en matière de traque contre le terrorisme pendant ces années. Et elle a pu aujourd'hui se mettre en résonance avec les grands pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un partage d'infos entre Américains, Français et Allemands et plein d'autres pays. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays qui a une certaine culture, mais malheureusement tout cela semble en décalage total avec la réalité. Un grand merci Hichem Benyaïch. Chers amis, vous voyez, l'Algérie est un sujet avec de nombreuses facettes, un sujet sur lequel très probablement on aura l'occasion de revenir. Bonne journée.